Donc je vais essayer de le rendre pas trop rébarbatif, mais quand on parle de Datalog, il y a quand même un peu de syntaxe. On ne va pas pouvoir l'éviter. Bien, alors j'ai commencé par un peu d'histoire parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant pour Datalog. C'est quelque chose qui a démarré dans les années 70 en France, dans une workshop qui a eu lieu à Toulouse, qui s'appelait Logic and Database, et que les Américains qui faisaient les bases de données théoriques ont regardé un petit peu de haut au début. L'idée était très simple, c'était de rajouter de la récursion à la partie positive du calcul relationnel. Donc, dans les années 80, les Américains qui dirigeaient le domaine se sont aperçus que ça existait. Il y a eu quelques papiers qui sont faits, quelques articles qui ont été extrêmement populaires. Ça correspondait à une époque où la programmation logique était très populaire, notamment au Japon. Et donc, il y a eu toute une espèce de frénétisme autour de Datalog. Et à ce moment-là, on a été confronté à ce qui est vraiment le domaine, c'est qu'on a une présence industrielle très forte. Ce n'est pas un domaine théorique, c'est un domaine à la frontière entre théorie et application. Et les gens qui faisaient des applications, les gens qui développaient des systèmes, en gros, ont dit « ce truc-là ne sert à rien ». Ou plus précisément, ils ont dit on ne voit vraiment pas à quoi ça sert, donc il ne faut pas se casser la tête. Alors j'ai mis une citation qui est particulièrement historiquement intéressante, qui est de Hellerstein et Stonebraker, Stonebraker étant un des papes autoproclamés du domaine, qui ont écrit « Il n'y a pas d'application précise, pratique à la théorie des requêtes récursives, on n'en a pas trouvé jusqu'à aujourd'hui ». Donc voilà, Stonebraker pense peut-être toujours la même chose aujourd'hui, mais on va rencontrer plus tard dans cette leçon Joe Hellerstein qui a à un moment donné fait son mea culpa et dit non, je me suis complètement planté, c'est vraiment ça qu'il faut faire, et maintenant il fait ça. Donc le domaine était à peu près mort, il y avait de la résistance des petits villages gaulois un peu partout dans le monde qui résistaient, donc moi j'étais un de ceux qui résistaient. Georg Gottlob, qui va faire le séminaire après, à 11h, était parmi les gens qui continuent à travailler là-dessus. Alors, ce qui s'est passé, c'est très récemment, depuis 4-5 ans, il y a véritablement une renaissance. Et donc, ce sujet qui était passé un peu en désuétude, qui n'apparaissait plus dans les grandes conférences, est revenu à la mode. Bien. Alors, voilà l'organisation. Je vais vous présenter le langage, donc un peu de syntaxe, désolé, et la sémantique de ce langage. Ensuite, on va regarder comment on peut faire pour évaluer ça efficacement. C'est vraiment le problème. Il y avait j'ai dit qu'il y avait une raison pour laquelle les gens n'aimaient pas trop, c'était qu'on ne voyait pas trop à quoi ça servait. Maintenant, on voit à quoi ça sert, mais ce qui est important, c'est de voir comment on peut l'utiliser de façon efficace. Ensuite, on va regarder une des extensions de Datalog, la plus importante, qui est Datalog avec négation, un peu pour illustrer toutes les extensions. Le langage est très simple, et donc, quand on veut l'utiliser, il faut évidemment l'étendre, et donc on va parler d'une des extensions, qui est le Datalog avec négation, qui est particulièrement intéressante, puisque justement, pour arriver à Datalog, on a pris la logique du premier ordre et on a enlevé la négation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on la rajoute? Et puis ensuite, on regardera brièvement cette renaissance de Datalog à travers un certain nombre d'applications. Puisque ce qui manquait, c'était des vraies applications, on va regarder qu'est-ce que les gens ont trouvé depuis 20 ans comme vraies applications. Et on arrivera à une conclusion très brève. Alors, Datalog, le point de départ, donc vous avez une relation qui représente un graphe, G, et la question qui nous intéresse est est-ce qu'il existe un chemin dans ce graphe, entre deux points, ici le point 0 et le point 11. Est-ce qu'on peut aller, alors là, vous le voyez tout de suite sur l'écran, oui, on peut aller du point 0 au point 11, mais vous voulez poser la question, vous voulez exprimer ça comme une requête, qui paraît une requête quand même raisonnable, est-ce qu'on peut aller de telle station de métro à telle station de métro? Alors en général, on peut tout le temps y aller, mais un jour de grève, est-ce qu'on peut aller, quand certaines lignes sont interrompues, est-ce qu'on peut quand même aller de Porte de la Villette à Porte d'Orléans? Alors, c'est assez facile d'écrire une requête ici, une requête du premier ordre en calcul relationnel, par exemple, qui dit est-ce qu'il y a un chemin de longueur k? Donc voilà, en utilisant k variable, on peut même le faire en réutilisant les variables, en utilisant beaucoup moins, ce n'est pas important pour ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai exprimé pour un k fixé,
est-ce qu'il existe un chemin de longueur k? Donc pour k plus 1, j'y arriverai aussi. Et si je veux demander est-ce qu'il existe un chemin, je pourrais avoir la formule du bas, qui est une formule infinie. Est-ce qu'il existe un chemin de longueur 1, ou 2, ou 3, ou 4, etc. Oui, sauf que les requêtes relationnelles, je vous rappelle, étaient des requêtes finies. Donc on ne peut pas écrire des trucs comme ça. Donc il se trouve qu'on ne peut pas écrire de requêtes relationnelles qui définissent s'il existe, qui posent la question est-ce qu'il existe un chemin entre ces deux points dans le graphe. Alors on introduit Datalog, donc voilà là, un peu de syntaxe. Il y a des faits comme G de 3. Et puis, il y a des règles comme T de XY si G de XZ et T de XZ qu'on peut voir comme T de XY s'il existe un Z tel que G de XZ et T de XZY. Donc, vous voyez, j'ai rajouté le quantificateur existentiel pour les variables qui apparaissent que dans le corps de la règle. Et puis, j'ai remplacé la virgule par un « et ». Est-ce qu'il existe Z tel que G de XZ et T de ZY? D'accord. Alors, ce qui est à gauche, ça s'appelle la tête. Donc, à droite, on a des atomes. Chaque atome, il y a des UI qui sont des vecteurs de termes. Alors, le terme, c'est expliqué en haut à gauche, c'est soit une constante, soit une variable. Et puis, on distingue deux types de relations. Les relations extensionnelles, celles qui n'apparaissent pas dans le corps de gauche, qui n'apparaissent pas dans la tête de la règle. Donc, c'est celles qui sont définies par des faits qui sont dans la base de données. D'accord. Donc, ça, c'est celles qu'on connaît. C'est en extension. On connaît extensionnellement leurs valeurs. Et puis, il y a les relations qui apparaissent dans la tête de la règle, et celles-là, on les connaît en intention, donc c'est des relations intentionnelles, et on les connaît uniquement par leurs définitions qui sont données par les règles. Donc évidemment, maintenant, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est que cette définition qui sont données par les règles. Alors voilà le même exemple, qui est essentiellement le calcul de la fermeture transitive du graphe G. Donc pour ça, on a deux règles. Donc on a déjà le graphe qui est donné, on a deux règles. La première règle qui dit si il y a un arc de x à y, alors c'est dans la fermeture transitive de ce graphe. Et la deuxième règle qui dit si on peut aller de x à z en suivant un nœud du graphe, et si de z à y il y a un arc de la fermeture transitive, c'est xy est aussi dans la fermeture transitive. Et puis à la fin, il y a ma question. Ma question, c'est est-ce qu'on peut aller de 0 à 11 ? La même question que tout à l'heure, je n'ai pas changé de question. D'accord. Alors, on va voir comment ça fonctionne. La première chose, c'est en utilisant une instantiation de la règle de la deuxième ligne, je peux déduire que t de 10, 11. C'est un début. Ce qui m'intéresse, c'est t de 0, 11. Mais là, j'ai un petit début. J'ai pu, en instanciant x, y à 10 et 11, j'ai pu déduire que t de 10, 11. Ensuite, en instanciant la règle de la troisième ligne, avec x égale 9, z égale 10 et y égale 11, je peux déduire que t de 9, 11. Je me rapproche de mon but. Et puis je peux continuer comme ça jusqu'à dériver que t de 0, 11. Donc là, ça commence à être intéressant. Là, j'ai dérivé que 0, 11 était dans la fermeture transitive. C'était ça ma question. Donc après, c'est simple, je peux dériver que oui, ok, il y a bien un chemin de 0 à 11. Donc tout ça, ça s'est fait en produisant des faits dans les relations intentionnelles. Bien. Alors, formellement, maintenant, il me faut une sémantique. Je pense que vous avez à peu près tous intuité comment on peut faire de façon même opérationnelle. Je lance ma machine à fabriquer des faits, et puis cette machine à fabriquer des faits, elle déduit des faits, elle déduit des faits, elle déduit des faits, et le résultat, c'est la sémantique. Alors, formellement, comment on fait? On va dire la chose suivante. À chaque formule, on va associer une formule à chaque règle. Et comment on associe la formule à la règle? C'est essentiellement ce que j'avais dit tout à l'heure. On considère d'une certaine façon que les variables qui apparaissent en tête, qui n'apparaissent pas dans la tête, sont quantifiées de façon existentielle. Ou, ce qui revient exactement à la même chose ici, quel que soit x1, xm, la règle est satisfaite si cette formule-là est satisfaite. Donc ça, c'est la sémantique d'une règle. Et la sémantique d'un ensemble de règles, c'est le « et » logique de toutes ces règles. Pardon. Voilà, alors, est-ce qu'on a fini? Oui, on va pouvoir définir. Maintenant, je vous donne une instance i, une base de données i. Je vous donne un programme, et la sémantique de cette base de données et de ce programme, c'est le plus petit modèle de sigma p contenant i. C'est une définition logique, tout ce qu'il y a de plus propre.
le plus petit modèle de la formule correspondant à P contenant I. Là, c'est clair, c'est propre. C'est clair, c'est propre, mais il faut quand même se méfier un peu. D'abord, est-ce qu'il existe un plus petit modèle? D'abord, pourquoi je me suis embêté à dire le plus petit modèle? Parce que s'il y a plusieurs modèles, il faut bien que je choisisse. Et une façon de choisir, c'est le plus petit. Donc la question maintenant, c'est est-ce que ce plus petit modèle existe toujours? Et en pratique, comment on le calcule? Alors, je vais déjà vous expliquer, vous montrer sur un exemple, sur toujours le même exemple, le plus petit modèle. Donc là, si vous voulez, je pourrais prendre une instance là, et me dire, est-ce que c'est ça? Alors c'est ça, non, parce que c'est le plus petit modèle contenant I. Et celui-là ne contient pas 2, 3. Donc il ne contient pas I, il n'est pas bon. D'accord? Donc ça ne marche pas. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas parce que ça contient bien I. Là, c'est bien, ça contient bien 0, 1, 1, 2, 2, 3. Oui, mais par contre, ça ne contient pas 0, 3. Or, là, normalement, ça contient 0, 2, ça contient 2, 3. Donc, ça devrait contenir 0,3. Ça ne le contient pas, ce n'est pas un modèle. Ça ne satisfait pas la formule correspondant à la dernière règle. Alors, si je prends la dernière instance, celle qui est tout au bout, alors ça, c'est bien un modèle. Vous pouvez vérifier si vous avez le temps. C'est bien un modèle, mais pas de chance, ce n'est pas minimum, parce que ce 6,3, là, on va trouver un modèle qui est plus petit et qui contient l'instance de départ. Donc voilà, là, ici, vous avez le plus petit modèle qui contient l'instance de départ. Et vous voyez bien qu'on a rajouté le minimum. On a rajouté 0,2 parce qu'on était obligé, on a rajouté 1,3 parce qu'on était obligé, et on a rajouté 0,3 parce qu'on était obligé. On n'a rien fait de trop. Donc c'est le plus petit modèle contenant I. Alors, en toute petite démonstration, est-ce que ce plus petit modèle contenant I existe? Alors, première chose, c'est d'abord, il faudrait peut-être vérifier qu'il y en a au moins un. D'accord? Alors, si je prends l'instance la plus grande que je puisse construire avec les constantes qui apparaissent à la fois dans I et dans le programme, c'est assez facile de vérifier que c'est un modèle qui contient I et que c'est un modèle de la formule. Donc, oui, il existe un modèle. Alors après, comment je fais pour dire qu'il en existe un plus petit? Il suffit de voir que c'est fermé par intersection. Donc, si je prends l'intersection de tous les modèles de P contenant I qui sont construits à partir des constantes de I et de P, eh bien ça, je peux montrer que c'est le plus petit modèle de P contenant I. Et c'est exactement ce que je cherchais. Donc mon programme, maintenant, je sais que non seulement ça correspond à l'intuition, mais en plus, il y a une définition formelle. Alors évidemment, maintenant, comment je le calcule? Je le calcule essentiellement, bon là on va le voir un peu formellement, mais essentiellement, comme je l'avais expliqué tout à l'heure un peu intuitivement, je vois mon programme comme une fabrique à construire des faits, et je construis tant que je peux construire. D'accord? Je construis des faits jusqu'à ce que ça s'arrête. Alors, c'est assez facile de voir que ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un nombre fini de faits que je peux construire avec les valeurs qui apparaissent dans I et dans P. Alors, formellement, je vais définir ce que c'est qu'une conséquence immédiate d'une instance et d'un programme. C'est soit un fait qui appartient à cette instance, soit quelque chose que je peux dériver en une étape. Donc, c'est-à-dire que je sais A1 à N, je prends une instantiation de la règle, c'est-à-dire obtenue en remplaçant les variables par des constantes. Et si A1 à N est vrai, dans ces cas-là, je dérive le fait A. Et donc ça, c'est un opérateur qui s'appelle l'opérateur conséquence immédiate pour K et P. C'est facile de voir qu'il est monotone, c'est-à-dire que si je prends un K plus grand, j'obtiendrai au minimum ce que j'avais obtenu avec K et j'obtiendrai sans doute d'autres choses. Alors, si je prends PI, autre chose que je peux remarquer assez vite, c'est que PI, donc la sémantique que je cherche, c'est un point fixe de cet opérateur. Et en fait, je peux même voir assez vite que c'est le plus petit point fixe de cet opérateur qui contient I. Alors là, j'ai fini. Ça y est, maintenant je sais comment le calculer. Je pars de I, j'applique TP de I. Alors vous voyez bien que puisque je garde tous les faits de I, TP de I va contenir I. Je réapplique TP de I, mais comme j'ai I qui est inclus dans TP de I, je vais avoir TP de I qui va être inclus dans TP au carré de I. Puis je vais continuer comme ça. Et donc j'ai une chaîne croissante, tout ça est fini, tout ça se comporte très bien. Donc à un certain moment, je vais m'arrêter et j'aurai trouvé le plus petit point fixe de P contenant I. Exactement ce que je cherchais. Bien. Alors ça, c'est un peu brutal. D'accord? Donc on va voir comment essayer d'éviter, quand on peut,
de fermer tout ça, parce qu'il peut très bien y avoir un nombre de faits, ça reste polynomial, mais on va avoir un nombre de faits considérable. Alors on peut typiquement utiliser des techniques comme des techniques de preuve pour ceux qui connaissent la résolution SLD, et on va s'inspirer de ça pour trouver des méthodes d'optimisation. Et en gros, on va pouvoir trouver un théorème qui dit qu'un fait dans P de I, si et seulement si, il existe une preuve en résolution SLD de ce fait. Il y a toute une théorie des preuves qui existe dont je ne vais pas parler ici. Puisque c'est de ça qu'on parle, est-ce qu'on peut optimiser ce genre de choses? Est-ce qu'on peut optimiser l'évaluation de ces programmes? Alors pour optimiser l'évaluation de ces programmes, on regarde les problèmes sur lesquels on va tomber dès qu'on va chercher à faire de l'optimisation. On va tomber sur les problèmes d'inclusion. Est-ce qu'un programme est inclus dans un autre? Manque de chance, c'est indécidable. Est-ce que deux programmes sont équivalents? Manque de chance, c'est indécidable. Est-ce que là, on voit bien que c'est un nombre d'étapes. Est-ce que si je vous donne un programme, vous savez s'il s'arrête tout le temps, quel que soit l'input, en un nombre borné d'étapes? Ça aussi, c'est indécidable. Alors là, ça nous indique un petit peu que manque de chance, optimiser ce genre de programme, ça ne va pas être trivial. Bon, encore une fois, il ne faut pas que ça nous arrête. Si vous vous rappelez, l'optimisation du calcul relationnel était aussi indécidable. Ça ne nous empêche pas d'utiliser SQL tous les jours. Donc l'évaluation est relativement efficace, on va voir tout de suite. Mais l'optimisation, ça, c'est une autre affaire. Donc, si vous voulez, la situation, si vous vous rappelez l'image du début, il y avait la partie positive de la logique du premier ordre. Et ça, on a parlé déjà de l'équivalence de ce genre de choses, et ça, on sait faire, c'est décidable. Mais dès qu'on rajoute soit la négation, soit la récursion, ça ne marche plus, ça devient indécidable, l'optimisation devient difficile. Ce qui ne nous empêche pas de l'utiliser. Alors, l'évaluation de Datalog par l'exemple, je vais prendre ici un exemple un peu plus compliqué parce que je vais essayer de vous montrer une technique d'optimisation, la technique d'optimisation que je trouve particulièrement élégante et intéressante. Donc, si vous voulez, ce sera cette technique d'optimisation, query-subquery, ça va être un peu le joyau pour le cours d'aujourd'hui, hein, mais c'est en plein milieu du cours parce que c'est une contribution fondamentale. Donc là, j'ai pris un exemple un peu plus compliqué pour qu'on puisse voir l'optimisation à l'œuvre, qui est la même génération à l'envers. Alors vous voyez ici, même génération, c'est à peu près, ce serait de dire, bon, vous avez les ancêtres, et puis les enfants des ancêtres, ils sont de la première génération, ils sont de la même génération, etc. Mais c'est sur un graphe non ordonné. Là, c'est sur un graphe ordonné, et en plus, on a ici une inversion, c'est-à-dire que vous êtes de la même génération X et de la même génération que Y. Si à partir de X, on peut monter, on peut suivre cet arc même génération à l'envers. Donc là, vous voyez, ce n'est pas de X1 à Y1, mais c'est de Y1 à X1. C'est pour ça que c'est même génération à l'envers. Et ensuite, on descend. Donc c'est un petit peu tordu, mais c'est de ça qu'on a besoin. C'est l'exemple le plus simple qu'on ait trouvé pour expliquer proprement les techniques d'optimisation dont on parle ici. Ce qui prouve d'ailleurs que ces techniques d'optimisation commencent à prendre vraiment leur place que quand c'est un peu compliqué. Quand c'est simple, des techniques beaucoup plus simples s'appliquent. D'accord ? Donc voilà, voilà un graphe sur lequel on va appliquer cette même génération à l'envers. Et puis déjà là, comme il y a un arc de G vers F, eh bien, il y a même génération à l'envers de G vers F à cause de la première règle. D'accord ? Maintenant, avec la deuxième règle, vous voyez, et on va déterminer, et on va trouver un certain nombre de résultats déjà comme ça. Maintenant, avec la deuxième règle, je vous le remonte, vous pouvez monter de A à F, vous pouvez suivre à l'envers l'arc GF, et puis vous pouvez redescendre. Et ça va vous donner l'arc, même génération à l'envers, de A vers B. Et avec tout ça, vous dérivez un certain nombre de nouveaux faits, et puis en rappliquant même génération, vous dérivez encore un certain nombre de faits. Donc voilà, ça, en saturant, on va voir évaluer ce genre de choses. D'accord ? Alors, voilà la façon de l'évaluer la plus simple, ce qu'on appelle l'algorithme naïf. Essentiellement, on applique ce qu'on faisait tout à l'heure avec l'opérateur conséquence immédiate, c'est-à-dire qu'on part de rien, et puis on applique la conséquence immédiate à rien, et on applique, et on applique, et on applique, jusqu'à ce qu'on s'arrête. Et comme vous vous rappelez, c'est
conséquence immédiate est un opérateur qui est monotone, eh bien, on va s'arrêter à un moment donné. Et puis, vous voyez ici, cette requête un peu compliquée en bleu, c'est la requête pour appliquer la deuxième règle. La requête simple ici, flat, c'est la première règle, et la requête ici, c'est juste pour dire qu'on reste monotone. Bien. Bon, ça marche, mais vous voyez bien qu'à chaque étape, on refait tout le travail qu'on avait fait à l'étape d'avant. Donc, on fait un tas de travail inutile. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait fait comme jointure, on va le faire, et puis on va en rajouter d'autres, et on va en rajouter d'autres, et on va en rajouter d'autres. Donc la question, c'est comment on peut faire ça de façon plus intelligente, et ça, c'est la technique qui est en pratique la plus efficace, parce qu'elle marche très bien sur tous les exemples, notamment tous les exemples simples, qui sont ceux qu'on rencontre en pratique. Et l'idée, c'est uniquement de dériver les règles. Donc ici, au lieu de dire « j'applique la règle avec tout », je dis « j'applique la règle avec ce que je viens de dériver à l'étape d'avant ». Alors, ça nous permet de dériver ça avec des étapes. Et essentiellement, on s'arrête quand il y a une étape où on n'a rien dérivé de nouveau. Donc ça, c'est ce qui s'appelle semi-naïve. Alors, ça converge vers la réponse. Si vous voyez là, ce n'est pas quelque chose c'est pas un programme Datalogue. Il y a un nombre de règles qui est à la limite infinie, mais on s'en fout puisque c'est juste une implémentation. Là, on n'est pas en train de faire une spécification d'un problème, mais juste de montrer comment on évalue la réponse. Et alors, si on regarde bien, il y a encore un peu de redondance, c'est-à-dire qu'il peut se trouver que le même fait soit dérivé de plusieurs façons différentes. Donc, on l'a déjà dérivé et on le redérive d'une autre manière. Et là, donc, du coup, on va le retrouver dans delta i plus 1 alors qu'il était déjà dans delta i. Et donc, pour ça, il faut rajouter ce truc à droite. Alors là, on rajoute de la négation, donc on a un peu un pointeur en avant sur ce qu'on va faire tout à l'heure quand on va rajouter de la négation. Mais l'idée, c'est d'éviter de recalculer les mêmes choses. Bien. Alors, si on fait ça comme ça marche très bien. On ne dérive jamais deux fois le même fait et ça converge. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ça paraît quand même un peu... Là, on dérive chaque fois le fait une seule fois. On ne voit pas pourquoi, on pourrait aller beaucoup mieux. On peut aller beaucoup mieux. Oups, pardon, là je voulais montrer ce qui se passe en réalité. En fait, c'est à la première étape, on va trouver delta 1 comme différentiel, puis delta 2 comme différentiel, puis delta 3 comme différentiel. Oui, j'allais oublier cette chose assez intéressante aussi. Sur une règle simple, cette méthode semi-naïve marche assez bien. La règle était linéaire, c'est-à-dire que les prédicats récursifs n'apparaissaient qu'une seule fois. Là, vous avez un prédicat récursif qui apparaît deux fois. Plus compliqué, quand on veut dériver cette règle, eh bien, on va se retrouver avec deux règles pour dériver cette règle-là. Bon, alors c'est un peu plus compliqué, mais ça marche pareil. La seule chose, c'est que il va y avoir plus de règles, plus de dérivations, on peut avoir un peu plus de redondance, mais ça reste contrôlable. Alors, comment on peut faire mieux? Parce que là, ça a l'air quand même vachement bien. On ne dérive pas deux fois le même fait, tout se passe à peu près bien. On peut arriver à faire mieux quand on a une question particulière. Alors là, ce que j'ai mis, cet exemple-là, c'est que j'ai ma règle qui définit la même génération à l'envers, mais en plus, ce qui m'intéresse, c'est que j'aimerais savoir qui est même génération à l'envers que A. Donc j'ai déjà posé une requête, j'ai déjà posé une question. Et donc, je pourrais utiliser la méthode semi-naïve, tout générer, et puis après, regarder ceux qui sont liables par A. C'est très bien, mais là, j'ai fait probablement trop de choses inutiles, parce que je vais calculer tout ce qui est même génération de B, de C, de D, de E, et ça, je m'en fous, ce n'est pas ma question. Donc là, ça a été remarqué assez vite, et il y a eu des tas de techniques qui ont été développées pour essayer d'éviter de faire des choses inutiles, de dériver des faits qui ne servent à rien pour ce qui m'intéresse, qui sont la génération à l'envers de A. Et finalement, on est arrivé à deux techniques. Une technique européenne par Laurent Vieille, Query Subquery, et une technique américaine, Magic Set, par François Boncillon, Ullmann et tout un paquet de gens. Donc je vais vous montrer Query Subquery, mais je voudrais déjà vous montrer Magic Set que je ne vais pas expliquer parce qu'elle calcule en gros la même chose, et Magic Set, c'est un peu trop magique, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc voilà, Magic Set vous dit que si vous prenez ce programme qui est en haut, et en disant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la réponse à la requête et pas d'évaluer tout, eh bien, on peut compiler ce programme en ce programme très compliqué.
Alors, si vous arrivez à voir ce qui se passe, moi, je n'arrive pas trop. Mais bon, on peut arriver à compiler dans ce programme très compliqué. Et d'ailleurs, le premier article, c'est tellement compliqué que les premiers articles étaient un peu incomplets. Ils ne donnaient pas toute la puissance de la technique. Mais on peut arriver à compiler dans ce programme. Et si vous appliquez ce programme de façon semi-naïve, là, on vous garantit que vous ne dériverez que des faits utiles, que des faits qui servent à votre question, qui est quels sont les cousins de la même génération à l'envers de A. D'accord. Donc ça, c'est très bien, mais c'est un peu difficile à expliquer. Donc je vais vous expliquer ça plutôt sur query subquery, la technique de Laurent Vieille. Et donc, vous avez peut-être vu déjà l'exposant à même génération qui dit que là, ça, le BF, ça veut dire bound free, lié libre. Ça veut dire que ce qui va intéresser dans cette règle, c'est que je vais vous donner des X et je veux des Y. Ce n'est pas un prédicat que j'utilise de façon arbitraire. C'est un prédicat que je vais utiliser en fournissant des X et en attendant des Y. Et là, donc, j'ai mis les deux règles, mais cette fois en les instanciant un petit peu, en disant oui, mais je ne les utilise pas n'importe comment, je vais vous procurer des valeurs pour la première coordonnée. Alors, on va voir que dans cet exemple, c'est ça qui est cool dans l'exemple, on va être amené à faire aussi l'autre sens, c'est-à-dire à retrouver la même génération de cousins à l'envers, mais cette fois en procurant les Y. Et donc là, on a deux machines, en fait, une à qui on fournit des X et l'autre à qui on fournit des Y. Et donc les deux machines vont être utilisées. Et puis il y a en bas l'input de ces machines. Donc là, c'est quand on va donner des X pour celui-là, quand on va donner des Y pour celui-là, et les réponses qu'on va obtenir. Donc cette machine fonctionne de la façon suivante. Première chose, vous avez une question. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les cousins de la même génération à l'envers, dans lequel la première valeur est A, puisque c'est ça notre question. C'est ça notre requête. Donc on le met dans la machine à cet endroit-là. Alors ce que fait la machine tout de suite, c'est qu'elle recopie ces A dans les entrées des machines du haut. D'accord ? Et alors là, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut ici regarder si ça nous permet de dériver quelque chose. Et en l'occurrence, ça nous permet de dériver ici. À partir de A, je peux monter soit vers E, soit vers F. Et donc, ça nous donne ici deux faits qui sont... On a avancé dans la règle de droite. On a avancé, maintenant on a des E, des F. Comme on a ces E et ces F, ça, vous regardez, ça nous donne des inputs pour les cousins de la même génération à l'envers, mais cette fois en liant les deuxièmes coordonnées. Donc ça nous donne de nouvelles requêtes, c'est là le mot sous-requête, ça nous donne cousins de la même génération à l'envers libre lié avec un E et cousins pour la même génération à l'envers libre lié avec un F. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On le met, alors le on, c'est pas moi, c'est la machine. On le met comme input de ce deuxième problème. Et donc maintenant, on va utiliser les petites machines du bas. Ces inputs sont transférés en disant aux machines, est-ce que vous arrivez à faire quelque chose de ça ? Cette machine-là dit oui, moi j'y arrive, parce que à partir à l'envers, je peux trouver de G à F, donc l'envers c'est de F à G. D'accord ? Donc ça va nous donner une réponse pour la sous-requête. Je vous rappelle qu'on avait une sous-requête qui était E dans input de même génération à l'envers, libre lié. On a ce GF. Ce GF, maintenant, il va être utilisé ici pour nous donner un AG. Mais à partir de G, je peux descendre, à partir de A, de G, je peux descendre jusqu'à B. Donc là, j'ai obtenu un AB. Qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne une réponse. Ça, c'est super, c'est une des premières réponses à ma question. Et je continue. Donc cette machine, essentiellement, elle fonctionne en échangeant des ensembles de faits entre ces différentes machines, entre ces différentes relations, et elle vous calcule le résultat. Ce qu'elle fait, d'une certaine façon, elle fait de la résolution, pour ceux qui connaissent la résolution, mais elle fait de la résolution en travaillant avec des ensembles de faits et en regroupant les résultats de façon intelligente. C'est-à-dire qu'elle ne construit jamais les arbres de résolution, mais elle construit des endroits, des valeurs pour des endroits d'arbres de résolution. Voilà, ça c'était pour l'évaluation de Datalog.
maintenant, je vais vous montrer une extension de Datalog, celle qui a été peut-être la plus étudiée, celle qui a été la plus passionnelle. Dans les années 90, les gens s'égorgeaient pour savoir quelle était la bonne sémantique de Datalog avec négation. Donc, un exemple, c'est ici, j'ai une relation G, je vous dis le complément de G. Alors là, il faut faire un peu attention parce que le complément de G, si je ne fais pas gaffe, c'est quelque chose d'infini. Mais là, on va dire sur les constantes qui apparaissent dans l'instance ou dans la requête, donc c'est quelque chose d'infini, c'est complètement bien défini. Si vous m'avez défini G, le complément de G, j'ai aucun problème à vous dire ce que c'est même très facile à calculer. D'accord. Donc comment on peut faire ça? Et d'abord, quel est le problème? Pourquoi ça pose problème? Alors, tranquille, on va essayer d'utiliser les techniques qu'on avait avant. On avait un opérateur de conséquence immédiate. Est-ce qu'on pourrait utiliser cet opérateur de conséquence immédiate? Eh bien non. Non, on ne peut pas, parce que la propriété fondamentale qu'on utilisait sur cet opérateur, c'est que cet opérateur était monotone. Et quand on commence à regarder des cas pathologiques comme P sinon P, eh ben, ce n'est pas du tout monotone. Vous êtes en train de faire un flip-flop. D'accord. Il peut avoir plusieurs points fixes. Là, par exemple, P sinon Q ou Q sinon P. Si je prends que P, c'est bien, c'est un point fixe. Si je prends que Q, c'est bien, c'est un point fixe. Mais il y en a deux, il n'y en a pas qu'un. Ils sont tous les deux incomparables. Et puis l'ensemble vide, qui est l'intersection de deux, ce n'est pas du tout un point fixe. Donc là, j'ai un problème. Bon, en gros, il y a des problèmes de tous les côtés. Et si on regarde la sémantique un peu propre qu'on avait définie par Datalog, le plus petit modèle de la formule contenant l'instance de départ, eh ben, il y a des programmes qui n'ont pas de modèle contenant I. Ça, c'est embêtant. C'est quoi la sémantique? Puis il y en a qui ont plusieurs modèles qui contiennent I et qui sont tous minimaux. Donc en gros, tout ce qui marchait avant, ça ne marche plus, essentiellement parce qu'on a perdu la monotonie. Bien, alors, première technique qui a été proposée et qui est pas mal utilisée, c'est la stratification. C'est, on va dire, la négation et la récursion, ça ne marche pas bien ensemble. Le problème qui était là, c'est ça. C'est récursion et négation, quand on les met ensemble, c'est le foutoir. Donc on va les mettre séparément. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander, à chaque fois que vous utilisez de la négation, de passer à une étape, à une strate supérieure. Et puis là, vous pouvez de nouveau utiliser la récursion, mais quand vous utilisez la négation, vous passez à une strate supérieure, etc. Donc là, vous avez un programme, des exemples, avec des séparations. À chaque fois qu'on utilise la négation, c'est ces arcs avec négation, on passe à un stade supérieur. Et il n'y a pas, si vous voulez, de récursion dans lequel on passe dans un arc de négation. C'est ça qui pose problème. Alors là, on est plus dans le cadre simple, c'est qu'on peut commencer par saturer la première strate. Et une fois qu'on a ça, comme on a fait tout à l'heure au complément, on peut utiliser la négation pour passer à la deuxième strate. Et puis là, on sature la deuxième strate. Une fois qu'on a fini de saturer la deuxième strate, on fait la négation et on passe à la fin. Donc on est arrivé jusqu'au bout, on a une bonne sémantique. C'est un petit peu plus compliqué à formaliser, mais au moins c'est propre. Bon, ça marche bien, en pratique c'est utilisé, mais il y a des cas où c'est intéressant d'utiliser la sémantique de la récursion à travers la négation, c'est plus général. Et il y a eu beaucoup de propositions, c'est là-dessus que les gens se sont écharpés. Et je vais vous présenter celle que je trouve la plus élégante, mais là, il n'y a qu'une notion d'élégance. Il n'y a pas de gagnant au sens, on n'a pas de mesure pour dire celle-là est meilleure qu'une autre. Bien, alors je vais vous le montrer sur un exemple simple, c'est un jeu à 2 joueurs. D'accord. Alors le jeu, c'est le jeu suivant, il se joue sur un graphe, et puis on met sur un des nœuds un caillou, et puis les 2 joueurs alternent à déplacer le caillou. Et si un joueur n'arrive pas à déplacer le caillou, il a perdu. Et donc la question, c'est si je mets le caillou sur une de ces positions, j'aimerais savoir si j'ai une stratégie qui me permet de gagner tout le temps. D'accord. Ou si, quoi que je fasse, mon opposant a une stratégie qui lui permet de gagner tout le temps. Alors, si vous voyez dans ce cas particulier, si on met le caillou sur E et que c'est à mon tour de jouer, je ne peux pas bouger, donc j'ai perdu tout de suite. C'est vite fait. Pareil, si on me met le caillou sur G en disant c'est à ton tour, j'ai perdu tout de suite, il n'y a rien à faire. Bon, alors ça, c'est bien, c'est les positions qui sont perdantes déjà. Est-ce qu'il y a des positions gagnantes? Si on met le caillou sur D, comme je suis très fort, je déplace le caillou dans E,
Et du coup, c'est au tour de mon adversaire, et mon adversaire a perdu. Donc D est une position gagnante. F est aussi une position gagnante. J'ai une stratégie sur F qui est de bouger le caillou sur G, et je gagne à tous les coups. Alors ça, c'est les stratégies gagnantes et perdantes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on me met le caillou sur A? Alors si on met le caillou sur A, je peux être idiot et bouger le caillou en D, mais dans ces cas-là, c'est vraiment idiot, parce que là, si je fais ça et que mon adversaire, lui, va le bouger sur E, et là, j'ai perdu. Alors comme je ne suis pas idiot et que je n'ai pas envie de perdre, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger le caillou en B. Bon, mon adversaire n'a pas le choix, il le bouge en C, d'accord? Là, je n'ai pas le choix, je le bouge en A. Là, c'est à mon adversaire de jouer, mais il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Mon adversaire n'est pas idiot non plus, donc il va bouger le caillou en B, et on va continuer comme ça indéfiniment. Donc les positions A, B et C, c'est ni gagnant ni perdant. Si les deux joueurs sont bons, ça ne se termine jamais. Donc là, on est dans un jeu en fait, où il y a des positions gagnantes, il y a des positions perdantes, et il y a des positions qui sont ni gagnantes ni perdantes. Donc on est là dans une logique à trois valeurs. Et la sémantique bien fondée, c'est une sémantique à trois valeurs, avec des valeurs gagnantes, des valeurs perdantes et des valeurs qui sont ni l'une ni l'autre. Alors, comment on spécifie ça par un programme? On prend ce programme, alors ça peut être difficilement plus élégant, qui dit que si j'ai un arc de x à y, et si y est non-win, c'est-à-dire si y est perdant, alors x est gagnant. Parce que je ne suis pas idiot. S'il se trouve qu'il y a un arc de x à y et que y est perdant, je vais bouger cet arc et je vais gagner. D'accord? Alors la sémantique bien fondée, c'est de trouver l'instance qui est d'accord avec K sur move et qui satisfait cette formule. Encore une fois, en se plaçant dans une instance à trois valeurs, donc la définition précise est un peu compliquée, un peu poussive, mais ça se fait très bien. Et on trouve qu'avec cette sémantique bien fondée, D et F sont vraies, position gagnante, E et G sont fausses, position perdante, et A, B et C sont valeurs inconnues, ni gagnantes ni perdantes. Donc on peut faire ce genre de choses. On peut même trouver une sémantique par point fixe qui fonctionne assez bien. Alors je vais vous la montrer un peu en gommant certains détails, mais essentiellement je vais partir de l'instance I0 dans laquelle je vais considérer que tout est faux. Je vais aller à l'instance I1 dans laquelle A, B, C, D et F sont gagnants. Et puis ensuite, si j'applique, je vais retomber sur DF, puis sur ABCDF. Et là, je suis tombé dans une espèce de flip-flop. Eh bien, celles qui contiennent les deux, c'est-à-dire D et F, sont des positions gagnantes. Celles qui ne contiennent ni l'une ni l'autre, comme E et G, sont perdantes. Et ABC, c'est inconnu, parce que des fois c'est win, des fois c'est lose. Bien. Voilà, on a des positions gagnantes, des positions perdantes et des positions qui ne sont ni gagnantes ni perdantes. C'est des positions d'une certaine façon où il y a patte. Bien, alors je n'ai pas parlé de complexité jusqu'à maintenant, mais c'est parce que j'attendais d'avoir aussi Datalog avec négation. Datalog et Datalog avec négation, l'évaluation est assez simple. D'accord. Alors, Datalog avec négation, j'ai dit que c'était à trois valeurs. Pour simplifier, on peut dire que, par exemple, tout ce qui est vrai, c'est oui, on met ça d'un côté, et puis tout ce qui est possible ou faux, on met ça de l'autre, ou on choisit une autre mesure, ça ne change pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur Datalog? On peut voir que c'est en temps polynomial. Temps polynomial de façon assez simple. Pourquoi? Chaque étape de calcul, même en prenant naïve, chaque étape de calcul est en temps polynomial. Il n'y a qu'un nombre polynomial d'étapes de calcul, donc ça reste en temps polynomial. Alors, c'est strict parce que ça n'expresse que les requêtes monotones et on sait qu'il y a des requêtes en temps polynomial qui ne sont pas monotones. Mais on peut même montrer qu'il existe des requêtes monotones en temps polynomial qui ne sont pas exprimables en Datalog. Donc Datalog est un langage qui est volontairement un petit peu limité. D'accord ? Datalog avec négation, on peut montrer que c'est exactement point fixe. Donc là, contrairement à l'apparence, on n'a pas fait grand-chose, on a juste rajouté une négation à Datalog. Et bien là, on est tout d'un coup passé à point fixe, c'est-à-dire que même si les bases de données sont ordonnées, on a tout en polynomial. Donc c'est un langage qui est très puissant.
Pas surprenant, très difficile à optimiser. Bien. Alors, pour finir cette présentation, je vais parler un peu maintenant de la renaissance de Datalog. Alors, la renaissance, c'est ces 5-10 dernières années. Et encore une fois, il n'y a jamais eu de temps mort. Il y a toujours eu des gens qui travaillaient un peu à droite à gauche sur Datalog, mais maintenant, c'est redevenu à la mode. Alors, la première chose à voir quand on parle de renaissance de Datalog, c'est que Datalog pur, Datalog comme je vous l'ai montré, même à la limite avec négation, c'est pas réaliste pour écrire de vraies applications. C'est un langage qui est trop restreint. D'une certaine façon, le calcul relationnel lui-même est trop restreint. Quand on passe à SQL, il y a des trucs en plus. Il y a des agrégations, il y a du sort by, etc. Donc là, sur Datalog, c'est encore plus vrai. Le Datalog langage limité que je viens de vous montrer, on ne peut pas faire grand-chose avec, on ne peut pas écrire de vraies applications avec, et je vais vous parler après de vraies applications, donc il va falloir l'étendre. Alors, qu'est-ce qui a été proposé comme extension? Il y en a énormément, qui ont été étudiés à différents niveaux. Alors, peut-être celui qui est le plus important, c'est de rajouter des mises à jour dans le langage relationnel. Il y a insert et delete. Bon, comment on fait avec ces règles? Il y a la création de valeurs qui ressemble beaucoup à l'introduction de Skolem pour ceux qui connaissent un peu de logique. Essentiellement, c'est enlever une des règles dont j'ai parlé au tout début, qui est que toute variable qui apparaît dans la tête, d'ailleurs qui est écrite sur l'écran, mais je pense que j'ai même oublié de la dire, qui est que toute variable qui apparaît dans la tête de règle doit aussi apparaître dans le corps de la règle. Ou une autre façon de dire aussi, c'est de se contraindre à cette interprétation dans laquelle on n'interprète qu'avec des constantes qui apparaissent soit dans l'instance, soit dans le programme. Là, quand on a des skolem, ça veut dire qu'on peut dériver que, par exemple, une règle peut dire que tout étudiant a un directeur de thèse. Donc même si je ne sais pas quel est le directeur de thèse d'un étudiant, si j'ai cette règle qui dit que tout étudiant a un directeur de thèse, je sais qu'il en existe un. Et donc, c'est là qu'on va retrouver le skolem. Ce directeur de thèse, on peut peut-être le nommer le directeur de thèse de cet étudiant. Mais là, vous comprenez que ça commence à devenir compliqué, parce qu'on ne sait pas qui c'est, ce directeur de thèse. Donc, on travaille avec des valeurs inconnues. Avec des contraintes, donc ça, c'est notamment utile quand on fait des données spatiales. Avec le temps, quand on veut commencer à parler de contraintes temporelles aussi. ActiveXML, dont on a parlé déjà ici, nous permettait d'étendre Datalog avec des arbres ou avec la distribution. Il y a eu des travaux qui étendaient Datalog avec l'agrégation. On verra dans la dernière leçon de ce cours comment étendre Datalog avec quelque chose qui s'appelle la délégation. Donc voilà, tout un paquet d'extensions qui ont été étudiées, certaines d'entre eux depuis les tout débuts de Datalog. La plupart d'entre eux, depuis les tout débuts de Datalog, les plus récentes étant les arbres ou la délégation. Alors ça, c'était d'un point de vue étendre de fonctionnalités et éventuellement faire des travaux théoriques là-dessus. Alors d'un point de vue pratique, il y a des gens qui ont regardé comment on pouvait appliquer Datalog à certains programmes, à certains domaines de travaux. Et donc, c'est ce qu'on va regarder. Là, donc, on va passer ça un peu en vitesse. On ne regardera pas les deux derniers parce que ActiveXML, je l'ai déjà fait, et WebDAMLog, on le fera dans une leçon qui est à venir. Alors, tout ça, la gestion de réseau de façon déclarative, ça, c'est des travaux qui sont issus de Berkeley, autour de Joel Erstein et Boon Taolu notamment. C'est la thèse de Boon Taolu. Et l'idée, c'est de dire en particulier, c'est un exemple parce qu'ils ont décliné ça sur un paquet d'applications, mais l'exemple que moi je trouve le plus flamboyant, si je peux dire, c'est l'exemple suivant. Vous êtes en train d'écrire un routeur pour Internet. Qu'est-ce que c'est un routeur pour Internet? C'est quelque chose qui vous dit, étant donné telle destination, le message, voilà à qui vous voulez l'envoyer. Donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui un routeur pour Internet? C'est des dizaines de milliers de codes Java. Et quand vous voulez rajouter des conditions un peu particulières, des règles de priorité, des vérifications, des choses comme ça, c'est très compliqué parce qu'il faut aller dans ces 30 000 ou 40 000 lignes de code Java et aller écrire dedans. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire, donc en général, vous ne le faites pas.
ou alors il faut vraiment que ce soit très important. Donc le point de départ de Ellerstein et Buntaolu, c'est de dire, plutôt que de faire ça, on va écrire, plutôt que d'écrire un protocole pour gérer le réseau, plutôt que d'écrire ce programme qui fait du routage sur Internet, on va écrire un programme Datalog. Alors, un programme Datalog, encore une fois, avec beaucoup d'extensions, il faut être honnête. D'accord ? Et à partir du moment où on a ça, ce sera beaucoup plus propre, parce que ce sera plus simple et ce sera plus facile de le modifier, de rajouter des règles, de rajouter des conditions. Est-ce que c'est possible ? La première chose, c'est qu'ils ont montré que c'était possible de l'écrire. Ils arrivent à un programme qui fait une cinquantaine de lignes de règles. Alors, des règles un peu compliquées, mais une cinquantaine de lignes de code, de règles. Pardon. Plusieurs écrans, mais c'est rien à côté des 30 000 ou 40 000 lignes de code d'un véritable routeur Internet. Alors, la question après, c'est OK, c'est vachement facile à le spécifier, mais en pratique, est-ce que ça marche ? Eh bien, en pratique, sur les expériences qu'ils ont faites, leur code n'était pas beaucoup plus lent, pas beaucoup plus, presque aussi rapide, si on veut être positif, qu'un programme écrit en Java. Je crois, si je me rappelle bien, c'était de l'ordre de 20-30% plus lent, c'est-à-dire que c'est négligeable. On a quelque chose qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus facile à vérifier, beaucoup plus facile à étendre, beaucoup plus facile à adapter, qui va quasiment à la même vitesse. Donc voilà, c'est un peu eux qui sont à l'origine de cette renaissance. Parce qu'ils ont montré que tout le monde était d'accord pour dire Datalog c'est cool, Datalog c'est beau, mais voilà, la grosse contrainte c'était mais ça sert à quoi ? On ne sait pas à quoi ça sert, et surtout ça va être très lent. Donc eux, ils ont montré que oui, sur Internet ça sert, parce qu'Internet c'est un graphe, et quand on a de la récursion, ça sert beaucoup d'avoir de la récursion quand on travaille sur des graphes. Donc ils ont montré que oui, ça servait, que ça servait à faire des choses très, très pratiques, comme des routeurs Internet. Ils ont montré ça aussi, des réseaux d'overlay, des réseaux de senseurs. Ils ont fait un certain nombre d'applications concrètes avec leur système, avec une série de systèmes qu'ils ont écrits. Et ils ont démontré que non seulement on pouvait les écrire, mais qu'en plus, on pouvait le faire de façon raisonnablement efficace. Donc c'est vraiment... Si on devait chercher une cause à la Renaissance, alors on pourrait chercher des causes fondamentales, c'est que Datalog est vraiment adapté au graphe du web, et on peut chercher des causes pratiques qui sont la visibilité que le groupe de Joe Erstein a eu dans ce domaine-là. Alors, un autre sujet sur lequel Datalog est revenu en force, c'est l'intégration de données. Alors, pour intégrer des données, on utilise des règles qui s'appellent des Tuple Guaranteeing Dependencies, dont j'ai déjà parlé, je pense. Et si on prend ces règles, on peut les interpréter, si vous voulez, à l'envers, en introduisant des scolèmes. Donc là, si vous voulez, c'est une règle Datalog avec des scolèmes. Et donc ça a beaucoup été étudié, notamment par Georg, qui fera le séminaire aujourd'hui. Alors, c'est compliqué. Encore une fois, ça ne gomme pas le problème. Hein. Ces choses-là sont un peu compliquées. Notamment, si on se met à essayer de tout saturer, eh ben, on va avoir des problèmes de non-terminaison. Tout à l'heure, ça se terminait bien parce qu'on était fini. Là, on introduit d'une certaine façon, de nouvelles données, comme l'exemple, le directeur de thèse de tel étudiant. Et à partir du moment où on fait ça, déterminer que ça se termine, c'est plus compliqué. Alors, un autre domaine où moi, ça m'a vraiment pas mal surpris quand j'ai vu ça, mais ça commence déjà à avoir pas mal d'années. Il y a des sociétés qui travaillent là-dessus, qui vendent des produits. C'est l'analyse de programme. Donc, vous voulez faire de l'analyse de programme et par définition, vous devez regarder tous les exécutions possibles de ce programme. Donc, il y en a un nombre infini, mais même si vous arrivez à les abstraire, il reste que les nombres d'exécutions que vous devez considérer, ça peut être quelque chose d'assez gros, d'où l'utilisation de techniques de base de données, mais surtout récursif, d'où l'utilisation de Datalog. Donc là, évidemment, les données qu'on génère sont considérables, l'optimisation est essentielle, et en plus des optimisations classiques dont j'ai parlé, la notion de type est fondamentale dans les programmes, et donc il y a des optimisations spécifiques qui sont basées sur cette notion de type. C'est un domaine qui est extrêmement dynamique. Un domaine sur lequel ça marche très bien et sur lequel aussi ça a généré la création d'entreprises, c'est l'extraction de données, et ça, j'en parle pas du tout parce que Georg en parlera. Et donc, en conclusion, quelles sont les recherches qu'on commence à voir là-dedans? Alors, moi, je mets les recherches qui m'intéressent plus particulièrement, c'est comprendre les extensions et puis d'arriver à passer à des gros volumes de données, de faire des implémentations.
Émilien Antoine, qui est dans la salle, fait une implémentation dans laquelle il essaie de passer à des gros volumes, arriver à faire des choses qui sont pratiques sur des grosses quantités de données avec un langage qui est, s'il est élégant, est quand même source de complexité, notamment à cause de la récursion. Alors, nous, ce qu'on étudie beaucoup et ce dont je parlerai, c'est l'introduction de la distribution, l'introduction de données imprécises, l'introduction d'incohérences. Donc là, je parlerai de ça dans le dernier cours. Je vous remercie.